Bonjour, chers auditeurs, auditrices, si je vous dis La Lance Brisée, Donjons et Dragons, Maître du Jeu, PJ, Wargame, La Bonne Auberge et Actual Play, certains parmi vous auront immédiatement compris ce dont je parle, d'autres que je m'exprime en code et en messages difficilement identifiables. Je vous rassure, il n'y a rien d'obscur dans mes propos. Nous sommes ensemble pour évoquer l'univers des jeux de rôle, leur histoire, cette passion commune du jeu non lucratif avec certains de ses protagonistes, pour parler aussi d'une future collaboration autour du jeu entre une nouvelle association Grand-Villaise et notre web radio. J'accueille donc au micro François, président de l'association La Ville Taverne. Bonjour François. Bonjour Thierry. Younes et Joséphine. Bonjour Younes, bonjour Joséphine. Bonjour Thierry. Vous êtes des joueurs, des personnages joueurs. Première question, Joséphine. Alors, comment vous vous identifiez joueur, personnage joueur? C'est quoi cette différence? Parce que quand je vous ai demandé de vous présenter hors antenne, vous m'avez dit on est des PJ ou alors on est des joueurs. En fait, la joueuse, c'est moi, c'est la personne, c'est Joséphine. Et le personnage joueur, ça va être le personnage que j'incarne dans le jeu. On est sur vraiment de l'incarnation, de l'interprétation. C'est ça, c'est un peu comme du théâtre. C'est un mélange entre le jeu de société et le théâtre. C'est bien ça, Younes? C'est ça, je ne pourrais pas répondre mieux. François, donc Oui. l'association La Ville Taverne. Alors, La Ville Taverne, ça ne s'écrit pas avec comme une ville, une cité. C'est V-I-L-E Taverne. Première question, c'est une référence par rapport à quoi, La Ville Taverne? Alors, C'est sorti de votre imagination? alors un petit peu oui, mais ça a quand même une fonction, ça fait référence au mot vilain, vilaine, et c'était une sorte de mini-hommage au restaurant Les Grands Vilains à Granville qui nous accueille depuis plusieurs mois pour nos parties de session. Et bien sûr tout ça c'est en écho au terme, au nom Granville, à la ville. Alors, cette association, elle est née comment? Elle existe depuis combien de temps? Vous êtes combien de joueurs dans cette association? Et vous réunissez pour l'instant dans un restaurant, dans une salle, c'est ça, on imagine? Vous poussez les tasses de café, les Ouais, assiettes, alors elles sont rangées en général quand on commence, Bien mais sûr. oui, effectivement, là, depuis plusieurs mois, on est accueilli par le patron, qui est aussi un rôliste du restaurant. Et auparavant, on jouait donc soit dans des salles municipales, soit chez nous. On a commencé, on se répartissait les réunions à tour de rôle. Au début, c'était vraiment un cercle amical de passionnés. Et puis François a pris les choses en main pour rendre ça un peu plus solide et un peu plus concret administrativement parlant. Et il a fondé l'association là au mois d'octobre. Et ça fait 1 an et demi qu'on joue déjà. D'accord, donc vous jouiez entre vous, entre amis. C'est ça. Hein, il n'y avait pas de statut juridique. C'est ça, oui. C'était une association de fait et c'est devenu une association loi 1901 depuis octobre 2024. Vous êtes combien? Alors on est à peu près une quinzaine en tout et pour tout, et ça tourne selon les disponibilités de chacun. Donc, en moyenne, on est 5 à 6 personnes autour de la table une fois par mois. Alors, vous venez tous les trois d'un univers professionnel complètement différent. François, vous travaillez dans un lycée. Joséphine, vous êtes... Je suis tatoueuse. Tatoueuse. Et Younes. Et moi, je suis encore en études, donc en alternance. Donc, sur ces 15 personnes qui font partie de votre collectif, est-ce qu'il y a un profil type du joueur dans votre assoce, ou alors ça va aller de 7 à 77 ans, comme on dit couramment? Alors en termes d'âge, on est relativement homogène, même si on a un Benjamin, Younes ici présent, mais globalement on est plutôt des trentenaires, quelques cadras, comme moi, un peu plus vieux, mais on est dans cette moyenne d'âge-là. Et concernant l'origine professionnelle, c'est extrêmement varié, donc il n'y a vraiment pas de règles là-dessus. Oui, il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a un peu tous les corps de métier. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Il y a un prix modique, j'imagine, pour être adhérent? Alors, si on veut faire partie de l'association en tant que membre actif, en tant qu'adhérent, c'est 10 € pour l'instant par an. Et pour l'achat du matériel? Alors, c'est un hobby qui est relativement... Oula, on a employé lobby là. On n'y est pas encore. Hein. Vous êtes Bientôt. Vous êtes une trop jeune association pour être un lobby. Autant pour moi, j'ai la langue qui fourche assez régulièrement. Donc c'est un hobby qui est assez peu coûteux. Il faut surtout du papier, des crayons et beaucoup d'imagination. Voilà. Après, on peut rajouter des éléments, des aides de jeu. Il y a les dés. Les dés, tout à Parce fait. qu'on a des dés particuliers avec beaucoup de nombres de faces. Mais c'est le seul... Et pour l'instant, ils sont prêtés par l'association, donc c'est le seul investissement.
Vous réunissez combien de fois par mois vous avez des On créneaux essaye de se réunir au moins une fois par mois, ce qui est un rythme qu'on a réussi à tenir là depuis 1 an et demi. On a fait une petite pause cet été parce qu'on avait pas mal de membres qui étaient en vacances, mais globalement c'est une réunion mensuelle. Et une réunion partie, ça dure combien de temps, une soirée jeu de rôle Alors ça peut être extrêmement long, ça passe très très vite le temps en jeu de rôle, donc c'est minimum 3-4 heures, et ça peut aller, alors on essaye nous de réduire, donc on dépasse rarement les 4 heures. Quand on joue en intensif, ça peut aller jusqu'à 7-8 heures, parfois plus. Là cet été j'ai fait une partie qui a duré 1 semaine complète, avec des interruptions pour dormir et se nourrir, mais voilà, on a joué 1 semaine complète avec les créateurs des Chants de Tindalos. On va parler donc de ces un jeu de rôle qui dure 1 semaine, c'est-à-dire qu'on se pose uniquement pour dormir. C'est ça. On est sur son temps de vacances, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah oui, il faut prendre des congés pour ça. Et on est sur un format qui est réservé plutôt à des gens assez investis et puis un peu, passionnés pour le coup. Alors pour les non-investis et les non-passionnés, du moins qui ne connaissent pas du tout l'univers des jeux de rôle, je vais vous demander un petit peu un cours d'histoire tous les trois, si vous avez des connaissances sur comment sont nés les jeux de rôle, depuis quand, comment ils se structurent, est-ce qu'il y a une évolution des jeux de rôle entre ce qui était joué dans les années 60-70, maintenant, on peut imaginer aussi à l'ère du numérique et du tout virtuel, il y a une grosse évolution, non, François? Ou Joséphine, Younes? Je vais plutôt laisser François, qui est le plus érudit en la matière, je pense. Ouais, moi j'ai découvert le JDR il y a vraiment très peu de temps, donc j'ai aussi laissé François. Alors pour l'aspect historique, le jeu de rôle vient d'un autre hobby qui s'appelle le wargame, qui est un très vieux passe-temps. Wargame, on va dire jeu de guerre. Hein. Tout à fait. Alors, c'est le terme consacré qu'on utilise même en français, qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui consiste globalement à faire des batailles avec des petites figurines. C'est des petits soldats en version soldats de améliorée. plomb, là. Voilà. Avec des règles, donc ça se faisait beaucoup dans le milieu de la reconstitution historique, avec les batailles de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de sécession, des guerres napoléoniennes. Et puis peu à peu, dans les années 60, les gens se sont mis à faire des escarmouches, donc des batailles plus petites, et à créer des mini-scénarios dessus. Et c'est dans les années 60, donc avec Gary Gygax, qui est vraiment le créateur de Donjons et Dragons et du jeu de rôle, qu'une autre discipline est venue à partir du wargame. Donc il a créé un corpus de règles en s'inspirant beaucoup de l'univers de Tolkien, et puis en mettant en place des scénarios, en structurant ce qu'on appelle des backgrounds, des historiques pour les personnages, pour les caractériser un peu plus, et c'est devenu le jeu de rôle. Je vous coupe une seconde. Tolkien, c'est l'univers du Seigneur des Anneaux. Tout à fait, oui. Qui était un petit peu, qui a repris beaucoup la mythologie nordique dans son œuvre, voilà, qui a beaucoup inspiré tout ce qu'on appelle l'heroic fantasy ou le médiéval fantastique en français. Donc ça a continué à partir des années 60. Dans les années 70-80, Sandy Peterson a créé l'autre gros pilier du jeu de rôle qui est l'Appel de Cthulhu, en s'inspirant cette fois de l'univers de Lovecraft, l'auteur américain. Et puis tout ça a progressé. Alors c'était un hobby qui restait assez obscur dans les années 90, à l'époque où moi je l'ai connu. C'était très masculin et très geek, ce qui n'était pas du tout flatteur à l'époque comme terme. Et puis voilà, il y a eu un renouveau dans les années 2000, et depuis là quelques années, notamment à travers les actual plays sur Internet, il y a un renouveau, une nouvelle génération qui monte aussi. Donc c'est très épaulé par un souci d'inclusivité, je dirais, et de prendre un peu à contre-pied la culture habituelle du jeu de rôle qui était relativement masculine, pour ne pas dire masculiniste, et qui était un peu engoncée dans un certain nombre de représentations. Donc on a une grosse évolution de ce côté-là. Est-ce qu'on est sur plutôt une culture anglo-saxonne? Ou alors, en France, est un pays pilier des jeux de rôle? Alors la France est clairement un pays pilier, mais d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le jeu de rôle, c'était beaucoup Donjons et Dragons, beaucoup de médiéval fantastique. Alors ça existe bien sûr beaucoup en France aussi, mais il y a eu tout le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu qui a énormément marché en France et qui a été très travaillé, donc avec un apport de scénarios amateurs et toute une petite scène un peu activiste autour de ça dans les années 90-2000. Donc la France a vraiment une identité rôliste propre. Alors, Younes ou Joséphine, vous réunissez dans un lieu déterminé, il y a un maître du jeu, il y a des joueurs. Comment ça se déroule une partie Lors d'une partie, il y a le maître du jeu qui est en bout de table, et tout autour il y a les personnages joueurs. Donc il y a un scénario, une histoire que nous devons
une fois par mois, voire 2 fois par mois, vous vous réunissez en soirée. Comment ça se passe alors? Et du coup, on définit un lieu de rencontre, puis du coup, on se donne une date, une heure, on se rejoint et on continue une session déjà entamée, donc sur une histoire qui est déjà en cours, donc par le MJ, parce que c'est du coup le MJ qui... MJ, maître du jeu. Exactement, le maître du jeu, qui du coup raconte une histoire, et nous, personnages joueurs, on fait nos propres choix pour avancer dans l'histoire et résoudre des quêtes, des énigmes, ce genre de choses. C'est un jeu collaboratif, c'est jamais vous contre un... Il y a des adversaires, des ennemis Alors en fait, nous on est 5 ou 6 joueurs autour d'une table en général. C'est un bon chiffre parce que ça permet que chacun puisse s'exprimer et avancer dans le jeu sans trop se marcher sur les pieds. Et le maître du jeu nous présente un scénario. Vous êtes dans une forêt, vous devez trouver des objets, un peu comme un jeu vidéo au final. Et chaque personnage choisit, par exemple, d'aller chercher dans un buisson, ou d'avancer, ou d'attaquer un ennemi. On choisit des actions qui vont faire avancer la quête principale. Et en général, on travaille en équipe. Oui. On a une quête commune. Et l'idée, c'est de remplir des missions, de sauver des amis, de trouver des objets, de vaincre des méchants. C'est assez premier degré dans les missions à accomplir. Ce qui compte, c'est d'interagir dans un univers, de vivre des aventures. Et c'est le maître du jeu qui nous guide, en gros, qui construit le décor et qui crée les interventions extérieures. Et ensuite, chaque joueur, en incarnant son personnage, va décider de faire avancer la quête, mais on peut aussi décider de mettre des bâtons dans les roues des voisins. Ça fait partie de l'improvisation de chacun pour pimenter un peu le jeu aussi. Et donc, une fois qu'on a résolu l'énigme ou alors la quête de tel ou tel objet, j'en sais rien, trésor, le jeu s'arrête, c'est cela? Alors généralement, on arrive en fin de session. Fin de session, c'est fin de soirée, on va dire. C'est ça, voilà. Exactement. Fin de la soirée. Souvent, c'est après 4 heures de jeu ou ce genre de choses. Donc, à partir de ce moment-là, on remballe et on se dit au revoir. Et la fois prochaine, on se donne un autre rendez-vous. Et bien, justement, le MJ a le temps de préparer un autre scénario avec une autre histoire ou une autre quête, ou même, d'intégrer de nouveaux personnages dans le jeu, quoi. Est-ce qu'il y a un turnover, c'est-à-dire que vous, Younes, vous allez être un personnage, et puis sur une autre histoire, c'est vous qui allez être le maître du jeu, ou alors c'est toujours dans votre association, François et Joséphine aussi, c'est toujours le même maître du jeu, ou alors on tourne Alors pour le moment, il n'y a qu'un seul maître du jeu. Et c'est qui le maître du jeu? C'est François. C'est François. Et donc après à voir par la suite, parce que c'est aussi beaucoup de préparation. Moi je sais que de mon côté j'essaye aussi de créer un jeu de rôle avec tout un univers et tout, mais c'est beaucoup de travail en fait. On s'en rend pas forcément compte quand on est joueur, mais être MJ c'est énormément de travail et de préparation, et aussi savoir rebondir sur des imprévus que causent les joueurs. Oui, comme le maître du jeu ne sait pas à l'avance ce que les joueurs vont choisir de faire, il faut qu'il soit prêt à toute éventualité. Donc s'il a prévu qu'on allait à droite et en fait on va à gauche, il faut qu'il ait prévu un décor pour aller à gauche de toute façon. Donc pendant une partie, on n'explore pas forcément toutes les possibilités prévues par le maître du jeu, et c'est ce qui fait aussi que c'est drôle. Mais effectivement, en amont, il y a énormément de préparation à faire pour le maître du jeu. Donc moi, je préfère être joueuse, parce que comme ça, j'ai que le plaisir de la partie. Comment vous êtes venu dans l'univers du jeu de rôle? Moi, j'avais commencé adolescente, où j'ai été invitée à une table de jeu, où je me suis incrustée à une table de jeu où il y avait que des garçons et qui n'étaient pas du tout contents que je vienne. Donc ils m'ont fait un personnage pourri et ils n'arrêtaient pas de me tuer. Donc ça a été une expérience absolument désastreuse. J'ai pas réitéré depuis, mais j'avais quand même une envie, parce que j'aime cet univers fantastique, j'aime incarner un personnage, j'aime bien et puis jouer en groupe. Je trouve ça marrant. Et c'est François qui m'a proposé, en fait, qui m'a dit j'aimerais bien, on parlait de jeu de rôle comme ça, qui m'a dit j'aimerais bien lancer quelque chose, et je lui ai dit j'en suis, allez c'est parti. Et je retrouve le plaisir du jeu avec les améliorations dont on parlait tout à l'heure, en termes d'inclusivité et puis de... Vous avez fait du théâtre? Non, mais j'aurais bien aimé, parce que ça y ressemble. Enfin, moi je le vois, en tout cas la partie théâtrale, improvisation, je trouve qu'elle est très importante. Ouais. Vous êtes baigné dans l'univers fantastique, littérature médiévale, Younes, c'est...
Moi, ouais, beaucoup. Donc tout ce qui est du coup Donjons et Dragons, je connais déjà depuis un petit moment. Tout ce qui est jeux fantastiques, Final Fantasy, ou alors Dragon Dogma, Baldur's Gate 3, enfin tout ce genre de. Et ça, pardon, c'est Oui. par cooptation, par des amis. Comment vous avez découvert l'univers du jeu de rôle? L'univers du jeu de rôle, je l'ai découvert parce que à force de jouer à des jeux vidéo chez moi, je commençais à ressentir pas mal d'ennuis d'un point de vue théâtral ou même du coup au niveau des choix. Donc j'ai pris connaissance des jeux de rôle sur internet et je me suis dit pourquoi regarder s'il y a ça autour de chez moi. Donc à la suite de ça, j'ai contacté François. On m'a fait quelques sessions d'initiation et puis après j'ai rejoint toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a ce truc du choix aussi qui est bien, c'est Ouais. qu'on peut vraiment faire n'importe quoi en fait. On a un personnage qui est un petit peu prédéfini en accord avec le maître du jeu, ou par exemple moi sur les campagnes Clair de Lune, là sur la partie qu'on fait en ce moment, mon personnage c'est un elfe qui a certaines capacités, alors je vois dans le noir, je cours vite, je connais les noms des plantes, par contre je suis pas très forte physiquement, etc. Donc en partant de ces capacités, ça détermine aussi ce qu'on peut faire ou pas, mais dans nos choix, on est totalement libre. Si on a envie de péter les plombs et de tout cramer, on peut le faire. Ça fait pas avancer la partie, mais on a le droit. Et en fait, c'est ça qui est drôle du coup, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Donc le maître du jeu, c'est tout sauf un gourou et tout sauf un manipulateur, François. Alors je pense que tout est une question de contexte. Effectivement, non, blague à part, oui, le maître de jeu joue avec ses joueurs et pas contre ses joueurs, même si parfois il peut être amené à incarner des PNJ, donc des personnages non joueurs, qui vont eux être contre les PJ. Même question qu'à Younes et Joséphine. L'univers du jeu de rôle, comment il vous est apparu? Alors moi je suis un vieux rôliste entre guillemets puisque j'ai commencé quand j'étais ado. J'ai commencé dans ce contexte des années 90 dont je parlais tout à l'heure. C'était très brouillon, très sympa aussi puisqu'on pouvait absolument tout faire. Et puis il y avait un petit côté un peu obscur. C'était un peu comme le métal, le jeu de rôle. Ça avait assez mauvaise réputation auprès des adultes, donc ça le rendait d'autant plus intéressant pour nous en tant qu'ados. Ça faisait le côté un peu secte Alors c'est souvent ce qui est associé malheureusement, c'était tout un discours anti-jeu de rôle qui était très présent aux États-Unis, aussi un petit peu en France, que je rencontre encore aujourd'hui de temps à autre, hélas, mais qui associait les rôlistes à des fous furieux qui s'amusaient à égorger des chats la nuit à la pleine lune, enfin ce genre de discours, bien évidemment qui n'avait rien à voir avec la réalité. Voilà, donc moi j'ai baigné là-dedans dans les années 90, j'ai fait une très grosse pause pendant quasiment 20 ans, pour des raisons personnelles, de vie, autre chose. Et là, comme je suis revenu et que j'ai rencontré un cercle amical parmi lesquels il y avait des rôlistes, ça m'a permis de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Un bon joueur, un bon maître du jeu, c'est avant tout quelqu'un qui adore la fonction ludique, qui se prend... pour, on va dire, il n'y a rien de péjoratif en disant un éternel enfant, imagination, pouvoir, c'est cela, avec une faculté comment expliquer ça, si je vous demandais les qualités premières pour être un bon joueur ou un bon maître du jeu, qu'est-ce qu'il faut avant tout avoir comme qualité ou comme don? Je pense qu'il faut de l'imagination, il faut du lâcher-prise aussi, il faut savoir s'adapter. Après, il y a aussi une partie pour le maître du jeu où c'est du scénario solide, c'est un métier de scénariste, voire de metteur en scène, qui est au-delà de ce que peut faire un enfant quand il joue tout seul. Après, en tant que joueur, je pense qu'il y a un côté esprit d'équipe qui est important. Oui et non, parce que ne pas avoir l'esprit d'équipe, justement, en pleine partie, ça peut rajouter du piment, quoi. Avoir quelqu'un qui est contre le fait de travailler en équipe, du coup, ça rajoute un côté un peu fun, un peu drôle. Ça crée beaucoup de problèmes. Alors justement, à propos de problèmes, est-ce que des fois on se fâche ou alors des tensions existent? C'est peut-être à vous, le maître du jeu, de calmer un peu les choses, non? Alors juste pour rebondir sur ce que disait Younes, c'est vrai qu'effectivement les joueurs s'amusent parfois à se mettre des bâtons dans les roues, ce qui participe du jeu, mais globalement ça reste une activité très sociale. Le jeu de rôle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Enfin, il y a des jeux de rôle solo qui existent, mais c'est très anecdotique. On peut parler d'activité sociale et immersive? Complètement. C'est exactement ça. L'idée, c'est de s'immerger à plusieurs dans un espèce de monde imaginaire où on a des repères communs, un peu comme on se plongerait dans un livre, sauf que là, on le fait avec d'autres personnes et puis on crée une narration ensemble. Le jeu de rôle, je pense que ça se résume comme ça.
avec aussi, Younes, vous disiez, on peut mettre des bâtons dans les roues, on peut décider de mettre de côté, de tuer un personnage. Et la fonction du dé, puisque vous avez évoqué, Joséphine, le dé, il sert à quoi un dé ? Alors le dé, il va simuler le hasard en fait dans nos décisions. On peut prendre des décisions, mais comme je parlais tout à l'heure de nos capacités physiques et mentales, par exemple, si je décide de sauter par-dessus une rivière, alors moi je vais avoir, donc on a une feuille de personnage avec un système de points, de compétences qui est très précis. Par exemple, si j'ai ma capacité de sauter, j'ai 20 points, je vais lancer le dé et en fonction de ce que le dé va me dire et de mes points, je vais réussir à sauter par-dessus la rivière ou pas. Donc on décide, on est libre de nos choix dans le sens où on peut entreprendre des actions, mais le dé va déterminer si on réussit ou pas cette action en fait. Voilà, c'est à ça que ça sert. Je crois qu'il y a quasiment que ça comme... C'est une passion, le jeu de rôle, oui. Oui, très clairement. Alors justement, les dérives, ou alors il faut être vigilant de ne pas être complètement addict. On a une vie sociale, on a une vie professionnelle, sentimentale, amicale. Il y a, malheureusement, ça peut se produire des gens qui sont complètement dans une autre dimension et qui raisonnent, qui vivent jeu de rôle. Parce que quand vous nous disiez, François, une partie qui a duré une semaine, c'est-à-dire pendant une semaine, là, il n'y a plus de vie sentimentale, il n'y a plus grand-chose, là. À part dormir et recharger les batteries. Et manger un peu quand même, non ? Ouais, j'imagine que ça peut avoir l'air impressionnant dit comme ça, mais en réalité, l'avantage, c'est qu'on avait cette activité qui nous unissait. On était à peu près 6 ou 7 personnes à jouer véritablement, puis il y avait d'autres gens avec nous qui faisaient la logistique, les repas, etc. Il y avait toute une vie aussi en dehors du jeu de rôle, même si on parlait beaucoup du scénario en cours, où on a loué des relations, un peu comme, je sais pas, une sorte de... comme si vous partiez en vacances avec des amis et que vous alliez faire une toute autre activité que du jeu de rôle. Oui. Ça peut être comme un truc de sport ou aller en festival, voilà, en fait. C'est un loisir comme un autre. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté très intense. Je ne ferais pas ça toutes les semaines, même si c'était assez génial de s'immerger là-dedans. C'était un format qui était extrêmement fort. Après, de savoir est-ce que le jeu de rôle pourrait être dangereux, je pense au même titre que n'importe quelle autre activité, en fait. Avec modération. Voilà, c'est ça. Si on se sert d'une activité de manière obsessionnelle et compulsive, on va avoir des résultats qui vont être à l'avenant. Donc il faut éviter de faire ça. Je pense qu'on est assez prévenants les uns envers les autres. Après, le fait que ça se passe en groupe, je trouve que justement, il y a peut-être moins de dérives, en tout cas au niveau social, parce qu'on se retrouve ensemble, on se connaît... Et puis pendant la partie, on incarne un personnage, mais une fois la partie finie, on va tous boire un verre ensemble, on redevient nous-mêmes, on n'oublie pas qui on est. Donc non, au contraire, moi je trouve que ça permet de rencontrer des gens qui partagent une même passion, et c'est plutôt un lien social que l'inverse. Vous disiez, Younes, un peu ras-le-bol d'être un peu devant mon écran avec ma manette, et puis d'être dans mon jeu vidéo, besoin de jouer différemment, et comme vient de le dire Joséphine, c'est se retrouver sur un instant T, et partager, oublier complètement le quotidien, là. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Là, on joue un personnage, on est ce personnage pendant X temps, c'est bien cela. C'est ça. Justement, puisque vous avez joué des personnages, vous en jouez, est-ce que vous avez quelques anecdotes, des souvenirs marquants d'une partie, ou alors, soit vous avez été frustré, soit en disant, mais c'est dommage, on est obligé de l'arrêter, cette partie, mais... Voilà, des moments qui vous ont plus que marqué. Moi, c'était plutôt une anecdote assez drôle qui m'est arrivée il y a 2 semaines. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'incarnais un guerrier flamboyant bravant son épée, et j'ai fait 2 échecs critiques consécutifs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon attaque, au lieu de toucher l'ennemi, a touché un allié, mais bien sévère, donc il l'a mis littéralement au tapis, en fait. Et du coup, en dehors du jeu, mon ami en question m'en a un petit peu voulu. Donc j'ai dû me faire pardonner en lui payant une bière, voilà. Et vous, Joséphine ? Moi, je me souviens, les premières parties, il y avait eu une intrigue avec un triangle amoureux qui avait été fait dans la partie. On parlait du MJ manipulateur, je pense que là, c'était un peu histoire de pimenter un peu. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir complètement court-circuiter la partie en tant que membre de la quête pour satisfaire
mon désir amoureux de personnages complètement obsessionnels. Et j'avoue que c'était plutôt marrant à jouer. C'était quand même assez drôle. Donc j'aimerais bien refaire des personnages qui vrillent un peu comme ça. Oui. Et vous, François ? Alors moi j'ai une anecdote, mais alors ça concerne du jeu de rôle un peu spécial, parce que c'est du jeu de rôle grandeur nature qu'on fait. J'en ai fait aussi un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle grandeur nature ? Alors c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on le joue réellement. C'est-à-dire Vous allez dans un bois, vous avez une vraie épée ? Exact. Alors pas une vraie épée justement, et ça va jouer un rôle dans l'anecdote que je vais raconter. Mais on a des armes en latex en fait, qui sont des armes qui font pas mal, mais il y a toute une escrime GN qui s'est développée, donc c'est vraiment une réelle discipline avec des gens extrêmement doués. Voilà, j'imagine. Voilà. Et on joue pareil sur 4-5 jours, ça ressemble beaucoup à un festival en fait, d'apparence, sauf que tout le monde est costumé. Et là je jouais un personnage qui était d'inspiration un peu Renaissance italienne, donc beaucoup versé dans la diplomatie, les intrigues. Et je faisais la navette entre des camps, différents camps, pour mener des pourparlers. Et là, c'était de nuit, j'avais fait une bonne heure de discussion avec un autre joueur qui était très très investi, donc qui jouait véritablement très convaincant. Il faut imaginer l'intérieur d'une tente avec des petites bougies la nuit, c'était ultra immersif, quoi. Je sors de là, donc ambiance de camp, un peu trône de fer, avec les gens en train de ripailler, etc. Et il fallait, pour que je retourne dans mon propre camp, que je traverse une petite portion de bois. Donc de nuit, sans lumière. C'est là où on se rend compte que sans lampe torche, c'est compliqué. Donc j'avance et à un moment donné, j'ai entendu un bruit dans un fourré, ce qui devait être certainement un renard ou une bestiole. Mais j'ai pris peur sur le moment, j'ai imaginé un sanglier. Et mon réflexe a été de mettre la main sur le pommeau de l'épée en latex en me disant... un truc, si le sanglier arrive, je le pourfends. Et puis, instantanément, je me suis dit, avec une épée en latex, je ne vais pas lui faire grand mal. Et pour dire à quel point l'immersion était forte, c'est que j'ai eu ce réflexe complètement idiot, mais très marrant. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous étiez vêtu alors très Renaissance italienne ? Tout à fait. Laurent le Magnifique Non, on était plutôt dans l'esprit un peu un mélange entre Fanfan la Tulipe, je dirais, et le Seigneur des Anneaux. C'était, parce que j'aimais beaucoup faire mes propres costumes, donc j'allais chez Emmaüs et j'achetais des pièces et je cousais, etc. Donc il y avait un ensemble. Ce serait dur de vous décrire l'intégralité, mais je pense que ce mélange Fanfan la Tulipe et le Seigneur des Anneaux est assez parlant. Et donc, vous êtes sur un jeu de rôle grandeur nature. Est-ce que vous tombez, ou alors des promeneurs, des marcheurs, peut-être pas des chasseurs, tombent sur vous en train de faire, de déclamer votre rôle dans un bois ou dans une forêt. Au Lude, par exemple, on peut imaginer le Lude quand on va se balader. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça existe sous ce format-là. Je présume que non, pour des raisons de sécurité. Mais en général, quand un GN a lieu, c'est comme un festival, le territoire est circonscrit. Donc là, en l'occurrence, on était sur une zone de plusieurs hectares quand même, mais qui était fermée. On va parler d'un concept qui s'appelle Actual Play, toujours dans le monde des jeux de rôle. Qui prend la parole pour nous expliquer en quoi consiste ce Actual Play? Je peux commencer. Du coup, le terme Actual Play, ça veut dire jeu vrai, jeu joué en vrai, en fait, en anglais. Donc le principe est tout simple, c'est d'enregistrer une partie, une session de jeu de rôle, donc soit de l'enregistrer en format audio, c'est un podcast, soit de l'enregistrer au format vidéo, avec à partir de là différentes possibilités. Et ça existe depuis combien de temps? Ça date des années 2000, je pense. Alors ça s'est beaucoup développé à partir de 2010. Et puis là, ça explose un petit peu. Alors je pense qu'on a des exemples assez typiques comme La Bonne Auberge qui a eu beaucoup de succès. Mais il y en a d'autres un peu moins connus sur Internet comme La Lance Brisée qui a été développée il y a peu de temps. Ou encore Globtopus dans l'univers Lovecraftien avec Sombre 1, 2, 3, Machination. Pardon. Et donc, vous nous avez contacté, le Bouquet Grandvillers, et vous nous proposez de travailler avec vous autour d'une émission qui serait enregistrée ou de différentes sessions au Bouquet Grandvillers. Alors, ça consisterait en quoi, cet enregistrement ? Alors, le principe, ce serait une partie qui serait limitée dans un format 4 heures avec un MJ qui viendrait. Notre idée, c'est de partir sur le format MJ guest, en fait, d'inviter quelqu'un qui vient pour une seule session. Donc, on parle de one shot, une partie qui se suffit à elle-même, entre guillemets. Et le MJ vient avec son scénario, sa proposition, son univers et sa manière de jouer, d'incarner les personnages, etc. Nous, de notre côté, on propose à 3 de nos membres d'assurer le rôle de PJ, de jouer avec lui. Personnage, de personnage joueur, tout à fait. C'est pas la PJ, hein. Non.
Et voilà, et on enregistre tout ça donc au format audio et je pense vidéo également, et ce qui nous permet donc une rediffusion ensuite, à la fois pour vous sur la web radio de Granville et pour nous sur un certain nombre de plateformes internet, par exemple YouTube ou Spotify, etc. Ce type de plateforme. Ce qui est attractif avec ce format-là, moi j'ai encore jamais fait ça, mais je me suis portée volontaire du coup pour la première édition, donc ça sera le baptême du feu. Je trouve ça intéressant déjà pour nous de nous revoir après la partie, de voir comment on joue, de voir comment on interagit. Je pense qu'on peut progresser en tant que joueur là-dessus. Ça peut être aussi très drôle. Je pense que ça peut faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui savent pas du tout ce que c'est, qui ont peur de se lancer dans une partie. Ils peuvent nous voir jouer, ils peuvent aussi suivre. Après, là, c'est du one-shot, mais quand c'est des parties un peu à fleuve, ça fait comme regarder les différents épisodes d'une série, où on voit les personnages évoluer, grandir, vivre des aventures. Et puis, nous, le fait que ça soit en vidéo, peut-être qu'on va venir un peu costumé, que ça va être plus immersif, parce qu'on va plus incarner nos personnages aussi dans le visuel et pas juste dans la parole, parce que le roleplay, c'est beaucoup de la parole, au final. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont des plus par rapport aux parties qu'on fait d'habitude. Et c'est vrai que le fait de venir faire jouer des maîtres du jeu différents, parce que nous, on a François qu'on adore et qui est le meilleur maître du jeu qu'on puisse souhaiter, bien sûr, mais ça me vaudra des points de vie en plus sur la prochaine partie. Prends des notes. Mais ça nous permet aussi de voir, en restant à Granville, d'autres façons de jouer, d'autres parties, d'autres univers, et donc d'enrichir ce qu'on a déjà. Un maître du jeu, il peut venir d'où alors, Younes? De partout en France? Vous allez l'héberger au niveau de l'association? Oui, du coup, apparemment. Mais François est d'accord. François a dit oui. François a dit oui, donc je dis oui. Mais oui, pour moi, un maître du jeu, du moment qu'il a un scénario solide et qu'il aime ce qu'il fait, pour moi, il n'y a aucun souci à être maître du jeu, quoi. Est-ce que, donc avant cet enregistrement, avant cette session qui durera 4 heures au mois de janvier, on a déjà déterminé, François, une date, est-ce que vous allez recevoir de la part du maître du jeu un synopsis, un scénario? Est-ce que vous allez choisir avant quel rôle? Est-ce que vous, Joséphine, sera un elfe ou alors vous, un chevalier et François, un page, par exemple? Alors on a des personnages, ça s'appelle pré-tiré, où en fait on ne construit pas nous-mêmes notre personnage, c'est le maître du jeu qui nous donne une feuille avec un peu notre carte d'identité finalement. Une checklist, ouais. Voilà. On est en contact, on a un groupe WhatsApp où on discute de ça un peu en amont, donc il me semble que le maître du jeu là nous a dit s'il y a des choses que vous voulez absolument pour votre personnage, dites-le moi. Moi, je préfère incarner des femmes, donc je lui ai dit que voilà, je voulais un personnage féminin. Au-delà de ça, j'ai pas forcément de velléité. Et après, ça sera sans doute dans l'univers Cthulhu, c'est ça, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Tout à fait, oui. Donc on a un peu déjà une idée du contexte, de l'époque, que ça va être quelque chose de fantastique, un peu horrifique. Donc on peut déjà un petit peu se projeter. Après, le reste, la quête qu'on va devoir remplir, les ennemis qu'on va rencontrer, ça, c'est de la surprise. Donc, au niveau du bouquet Granvillais, on vous accueillera autour de cette table ronde, hein, la table des chevaliers, non, de la table ronde. C'est une bonne table quand même. Hein. Ce sera plutôt investigateur puisque ce sera dans l'univers de Lovecraft. Donc on pourra donc filmer cette session qui durera 4 heures. Est-ce que c'est une session, est-ce que ce temps sera un dimanche matin? On a déjà, quelle est la date? C'est le matin. Bon, ça commencera le matin. Est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que des auditeurs, par curiosité, peuvent venir assister à ces 4 heures où on reste sur quelque chose, parce que ça va demander de la concentration, donc ça ne va pas être l'auberge espagnole, rentrer, sortir. Alors, sur le principe, j'aurais tendance à dire que pour la toute première session, parce que Joséphine a dit que ce serait la première pour elle, mais ce sera pareil pour, je crois, l'ensemble des participants. On ne se met pas trop de pression, hein, on est dans l'idée de rester le plus naturel possible. Si des proches, des amis voulaient venir assister, je pense que ouais. Après, ouvrir totalement au public, je pense qu'on pourra attendre la deuxième session quand on sera peut-être un peu plus solide sur nos pattes de l'autre côté. Ça serait marrant d'avoir ces fans, ceux qui... On n'avait pas encore là, mais voilà. Donc sur le principe, je pense que le meilleur fonctionnement à privilégier serait celui-là. Le maître du jeu, vous l'avez déjà choisi, déterminé?
Alors oui, il est déjà identifié, donc c'est un MJ que je connais, qui viendra d'assez loin puisqu'il vient de Perpignan. Ah oui. Donc on va effectivement l'héberger. On fonctionne sur ce modèle-là un peu comme ça peut exister dans le monde du tatouage avec les guests qui viennent dans des salons pour proposer leur style. Voilà, mais je n'ai pas encore donné son nom puisqu'on fait un mini-jeu sur Instagram avec un questionnaire qui lui est posé. On donne une question et une réponse tous les jours jusqu'à peu près la mi-décembre, et date à partir de laquelle on pourra commencer à communiquer un peu plus directement sur lui. Tout ça, ça se passera au mois de janvier, un samedi matin. Et oui, Joséphine, ça se terminera à 4h. Je ne sais pas si ce sera 8h midi ou alors ce sera 10h, 14h. Nous n'y sommes pas encore. Par contre, des actualités concernant cette association La Ville Taverne. Je crois que vous avez projet de nouvelles tables en 2025. Corsair 1592, Vampire, qu'est-ce que c'est que tout cela? C'est quoi une nouvelle table? Alors, on parle d'une table de jeu de rôle, c'est un groupe en fait. Un groupe de joueurs, c'est pas forcément tous les joueurs, parce qu'on est 15, on joue jamais tous ensemble. Mais une table, ça va être un univers avec un certain nombre de joueurs et un MJ qui mène son scénario. S'il fait plusieurs scénarios d'affilée, on appelle ça une campagne sur plusieurs séances, avec les mêmes personnages qui reviennent. Donc là, on joue, nous, depuis 1 an et demi avec, pour le moment, uniquement moi en tant que MJ, mais c'est vrai que si on cherche à accueillir de nouveaux MJ, on en a déjà 2 parmi nous qui programment un certain nombre de parties, notamment Corsair 1592, donc il y a un univers plutôt historique autour des corsaires de Granville, de la Manche plus généralement, et une autre partie dans l'univers Vampire, qui est un jeu de rôle contemporain assez proche dans l'esprit de l'œuvre de Anne Rice. Entretien avec un vampire. D'accord. Cet univers-là. Donc inspiré d'une manière très romantique des vampires du XVIIIe, mais transposé dans notre époque en fait. Younes, cette association, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, pour l'instant, oui, c'est ça, exactement. Après... Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Pardon, je prends le relais parce que je ne sais pas si tu es au fait Non, des non, réseaux du tout, sociaux. non. C'était pas qui me posait la question. Pardon. Ça aurait été bien parce qu'en termes d'improvisation, là voilà, je lançais le débat. Du coup, oui, il y a une page Instagram qui s'appelle La Ville Taverne, qui est animée par François et animée très régulièrement, avec en ce moment un interview justement du prochain MJ qui va animer l'actuel play. François, je te laisse prendre la suite. Oui, juste préciser pour Instagram, c'est lavilletaverne.jdr, le hashtag pour la retrouver, l'identifier. Et on a une petite page internet aussi, lavilletaverne.fr, tout ça en un seul mot, .fr, et donc la ville avec un seul L, ville. Un numéro de téléphone? Non. D'accord, uniquement... Alors, je précise uniquement sur Internet, je précise juste que notre petit groupe, donc c'est le Cercle Amica de jeux de rôle Grandvillet, et on fonctionne quand même beaucoup par cooptation. C'est un mode de fonctionnement auquel on tient, c'est-à-dire que les personnes intéressées participent à une séance avec nous, voir si ça leur plaît, si le courant passe, etc. Et on tient beaucoup à cet aspect amical, donc le conserver aussi sur le long terme. Joséphine, Younes, François, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et on se donnera, et non virtuellement, physiquement, rendez-vous au mois de janvier 2025, pour cette première session d'Actual Play. Merci. 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 Merci beaucoup.